Habillage social, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Je suis Ayat Kamissi. Et je suis Sylvain Barry. Et nous sommes toujours au café Le Petit Grain. Alors à l'heure où le travail social se transforme sous l'effet des évolutions institutionnelles, sociétales et numériques, nous allons explorer aujourd'hui ce qui se transmet, ce qui se transforme et ce qui se réinvente. Il s'agit donc de transmission à ce micro aujourd'hui, la transmission d'une expérience, d'une histoire professionnelle, mais aussi de la transmission d'un métier qui ne s'apprend pas seulement dans les livres et encore moins aujourd'hui sur ChatGPT. Donc pour cet épisode, nous avons réuni deux générations d'éducateurs spécialisés à la croisée des chemins, entre fin de carrière pour l'un et début de carrière pour l'autre. Alain, Maëlys, bienvenue à vous deux dans cet épisode consacré au passage de relais. Bonjour. Bonjour. Alors, entre vous, il y a plusieurs décennies d'écart. Je suis désolée, Alain, de devoir le dire. À l'avantage de Maëlys, quand même, il faut le dire. Mais au-delà de cet écart, il y a certainement des questions communes. Et aujourd'hui, on voudrait vous poser toutes ces questions. Mais avant ça, je vous laisse la parole pour vous présenter. Alain, peut-être. Alors, c'est au plus âgé. Bon. Expérimenté ou plus expérimenté. Exactement. Je suis éducateur spécialisé. J'ai fait ma formation à l'IRTS, comme toi. Et au fil des expériences, j'ai eu la chance de pouvoir exercer le métier de directeur depuis une vingtaine d'années maintenant, en prévention spécialisée. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai aussi eu la chance d'intervenir à l'IRTS pour commencer à transmettre. Au fur et à mesure, ces 20 années passées sur le terrain. Du coup, Maëlys, et je suis en 3e année apprentissage éducateur spécialisé au sein d'une maison d'enfants à caractère social. Alors, pour ceux qui écouteraient le podcast un petit peu plus tard, il faut savoir que Maëlys passe ses oraux dans moins de 2 semaines, 3 semaines. Oui, c'est ça. Que toute une partie est déjà faite. Exactement. Une future diplômée. On l'espère. Ah, c'est bien parce que toi, tu te prépares, je crois, à parler de ton parcours de formation. Non, c'est fait. Le parcours, c'est fait. Là, c'est le mémoire. D'accord. C'est déjà un sacré parcours, 3 ans. Oui. Ouais. Et puis moi, je vais vous parler d'un parcours de carrière qui s'achève, effectivement. Donc, effectivement, c'est un joli croisement. Oui. On te laisse, du coup, nous retracer un petit peu ton parcours, Alain, qu'on puisse voir ça, juger ça, non ? Alors, au tout début, au tout commencement, il y avait mes parents. Mais j'ai une maman qui était institutrice, qui, je pense, m'a transmis quelque chose du côté de cette fibre à pouvoir transmettre, justement. Et aussi des grands-parents qui étaient plus ou moins dans l'éducation. Donc je pense que je me suis chopé le virus, ou alors c'était génétique, je ne sais pas. Et j'ai été assez rapidement intéressé rapidement au moment de l'adolescence au moins, par les carrières de l'animation. Voilà, donc ça a commencé avec le BAFA. Et arrivé le moment du bac, s'est posé le choix de l'orientation et ma mère, en bonne institutrice, m'a dit « Tu devrais, si le métier du social t'intéresse, faire un interview, rencontrer des éducateurs. » Donc c'est elle qui m'a mis en relation avec des éducateurs à Angoulême, parce que j'ai cette chance d'être charentais, c'est pas donné à tout le monde. On salue les Charentais qui nous écoutent. Je sais que vous êtes un petit peu jaloux. Elle m'a mis en relation avec des éducateurs de rue à Angoulême. Alors, et je ne sais pas si cette rencontre a été déterminante, mais ça m'a permis de passer mon bac sans doute de manière plus sereine, parce que je devinais ce vers quoi j'allais tendre, vers la psychologie, une fac de psycho bien évidemment, où je me suis ramassé complètement. Arrivé de ma Charente natale à Bordeaux, à la fac de psycho,
j'ai découvert surtout le monde de la nuit plutôt que le monde de la psyché. Enfin, voilà, donc je suis... voilà. Je pense qu'on peut faire des ponts entre les deux. Oui. Mais j'étais déjà un petit peu à la rue. Tu vois, enfin, bon, il y avait des choses qui se tramaient, je pense. Bon, j'ai passé le diplôme d'éducateur spécialisé après le service militaire en tant que candidat élève. C'est-à-dire que j'étais salarié à l'époque dans un centre d'aide par le travail, en Charente toujours. Et voilà, j'ai réussi le concours d'entrée. J'ai passé mes 3 années à l'IRTS et en 1990, voilà, on m'a proposé un premier emploi en AEMO avant même d'avoir été diplômé. Je vois Maïs, je te coupe parce que je vois Maïs qui fait les gros yeux à 1990, ça lui paraît une date. Est-ce que tu étais née, Maëlys, en 1990 ? Non. C'est 99. Ouais, mais juste après la Coupe du Monde. Juste après la Coupe du Monde. Ouais. Et puis donc après, il y a eu une évolution de carrière dans la même association. Voilà, j'ai continué des études en psycho un petit peu parce que ça, en fait, ça, sur le tard, ça m'a repris j'ai fait un DU de psychopatho et puis bon, là, j'avais eu la chance de faire après une maîtrise de sociaux. Et puis là, la direction générale m'a proposé un poste de chef de service. Donc je me suis retrouvé aux manettes de 2 restaurants d'application. Okay. Et puis ça a continué et on m'a proposé un poste de direction. Voilà, le poste de directeur d'un service de prévention spécialisé. Et ça, c'était en 2003. Voilà. C'était il y a 23 ans. Voilà. Et voilà, par le jeu des rencontres et puis aussi de possibilités qui s'offraient à moi, le service s'est développé. J'ai vu passer beaucoup de stagiaires, beaucoup de collègues éducateurs qui sont devenus eux aussi cadres. Et puis aujourd'hui, je fais un petit peu le point avec vous, c'est assez rigolo. Voilà, puisque dans 3 mois, j'arrête, je pars. Retraite ? Ouais, c'est la retraite. Ouais. Okay. Je le dis comme ça. Je vais prendre un peu de vacances avant, mais c'est la retraite. Ok. Et quand tu commences ta carrière d'éduc, est-ce que tu envisages tout ce parcours-là, ou est-ce que tu vas, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es un peu à la rue, quoi, tu sais pas. Ah non, quand j'ai démarré, je ne savais pas du tout quelle allait être ma trajectoire professionnelle. Vraiment, elle s'est construite au fil des rencontres. Il y a, je crois, quand même de belles rencontres, et j'ai eu la chance d'en avoir. C'est que quand j'ai démarré en AEMO, en action éducative en milieu ouvert, on travaillait en binôme à l'époque. La personne qui m'a accueilli venait juste d'arriver. Okay. Elle changeait, elle, de secteur, et elle arrivait de la prévention spécialisée. Il y a toujours eu un lien quand même. Il y a toujours eu ce fil rouge. Ouais. Et mon directeur de mémoire, quand j'étais donc en formation d'éducateur spécialisé, lui était à l'époque directeur du service de prévention spécialisé, Frédéric Seven. Sylvain. Okay. On embrasse aussi Frédéric. Ouais. On va embrasser tout le monde. On embrasse Frédéric Seven, après les Charentais, c'est Frédéric Seven qu'on embrasse. Voilà, donc après, oui, c'est des rencontres, de belles rencontres à chaque fois, des opportunités, mais que j'ai saisies sans savoir ce que ça allait produire. Et puis j'ai eu la chance qu'on m'ait fait confiance aussi. Voilà, la personne qui m'a proposé le poste de directeur, donc le directeur général de l'association à l'époque, a été sans doute visionnaire parce qu'il ignorait mes connaissances en prévention spécialisée, mais je pense que c'est quelqu'un de très intuitif. Et puis après, ouais, j'ai eu cette chance aussi de pouvoir être très autonome. Et ça, gagner la confiance de ceux qui vous embauchent, c'est bien, mais en plus, ils vous laissent un petit peu d'autonomie, voilà, une certaine autonomie, c'est vraiment appréciable. Voilà. Maëlys, toi, ton parcours, alors peut-être pas depuis tes parents, mais si tu veux, ça peut. Hein. Oui, non, après je pense que c'est quand même une histoire familiale. Ouais. Moi c'est pareil, ma mère elle travaille du coup à Charles Perrin depuis plus de 20 ans. Donc, alors Charles Perrin c'est la psychiatrie sur Bordeaux. Exactement. Et donc quand même, c'est pas, le social c'est pas non plus loin. Et donc moi après le bac j'étais un peu perdue sur ce que je pouvais faire.
Et donc je suis allée faire un service civique dans une école où il y avait une classe Ulysse. Et finalement, j'ai vu ça comme un peu une révélation. Et j'ai fait le diplôme d'accompagnant éducatif et social. Parce que du coup, maintenant, ça s'appelle comme ça. Et j'ai travaillé 3 ans dans le champ du handicap avant de choisir de reprendre mes études, du coup, à 23 ans et faire le diplôme d'éducateur spécialisé. Ok. Et quand tu vois ou tu entends le parcours d'Alain sur plusieurs décennies, est-ce que toi, tu arrives à te projeter aujourd'hui sur une carrière similaire ? Tu te dis, mais je vais faire toute ma vie moi, dans le même secteur ou pas ? En tout cas, je l'espère. J'ai envie de pouvoir faire toute ma vie dans le même secteur et évoluer encore. Donc, je sais pas après de quoi demain est fait. Et je me laisse aussi porter par les opportunités et ce que la vie donne. Et on verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais bien, oui, pouvoir évoluer encore. Alors, on préparait cette émission et du coup, je me suis tourné un petit peu vers Deligny. Je vous lis le passage. Alors, ce qui est intéressant, gardez en tête que c'est un passage qui a été... Enfin, le bouquin est sorti en 1945, donc Graines de crapule. Ça fait un petit moment et ça résonne étrangement avec ce podcast. Donc, quand tu auras passé 30 ans de ta vie à mettre au point de subtiles méthodes psychopédiatriques, médico-pédagogiques, psychanalo-pédotechniques, à la veille de la retraite, tu prendras une bonne charge de dynamite et tu iras discrètement faire sauter quelques pâtés de maison dans un quartier de taudis. Et en 1 seconde, tu auras fait plus de travail qu'en 30 ans. En fait, ce passage, je me demandais si toi, Alain, à l'image de ce que nous dit quelque part Deligny, est-ce que tu as eu le sentiment parfois de... Finalement, tout le travail qu'on fait, c'était juste au niveau des conséquences et jamais tellement travailler sur les causes réelles des difficultés des jeunes. À l'analyse, il y a des situations de personnes que j'ai accompagnées pour lesquelles je dirais oui, on a vraiment travaillé sur les causes et puis on a travaillé à plusieurs parce que l'interdisciplinarité, c'est pas nouveau. On fait ça depuis très longtemps. Bon. Et ça a produit de belles choses pour des familles. Après, effectivement, et toujours aujourd'hui, je me rends compte qu'on essaie de travailler sur les conséquences produites par des situations, quelles qu'elles soient, et qu'on met du sparadrap, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui que ça l'était avant. 1945, mais, peut-être. Je crois surtout que la nature humaine, elle est par essence très fluide et qu'il n'y a pas de thérapeutique idéale. Voilà. À la limite, c'est plutôt heureux si on pense la nature humaine comme quelque chose qui serait impossible à contrecarrer, comme le dit Deligny, dans des expertises en tout genre. Mais on a la chance d'être dans un métier où il n'y a pas de vérité, au fond. Ouais. La seule vérité, sans doute, c'est d'y croire, ce que tu disais. Ouais. Toi, tu as eu ce sentiment parfois, Maïs, de dire en fait, ok, là, je l'accompagne ce gamin, mais en vrai, ça c'est une conséquence parce que le vrai problème, il est ailleurs. Oui. Je pense que pour le coup, c'est semblable à toutes les générations. Enfin, je pense que ce sera comme ça tout le temps, effectivement. Et peut-être d'autant plus maintenant avec les restrictions budgétaires qui viennent encore plus, je pense, impacter aussi notre travail et les moyens qu'on peut mettre en place. Parce que ça pose quand même la question de l'engagement politique, en fait, derrière. Parce que aller poser de la dynamite dans un quartier, c'est un vrai message politique. Est-ce que on peut être éducateur sans faire de politique Éduquer, au sens premier, rendre libre, c'est un acte politique. C'est même fondateur, je pense. Ça renvoie, en tout cas, à une éthique d'une politique qui engage, qui nous engage. On aimerait que ce soit au niveau sociétal, mais oui, c'est un acte politique. Après, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, en Gironde, on souffre de contraintes budgétaires
qui nous font prendre un virage préventif, mais on a l'impression de déraper, surtout dans ce virage aujourd'hui. Mais ce n'est pas de cette politique-là dont il est question. Une restriction budgétaire ne relève pas d'un acte politique. L'action sociale, elle relève d'un engagement qui est beaucoup plus profond, il me semble. On peut maintenir des gens dans la précarité, mais être dans un accompagnement qui, lui, reste très humaniste. Ça veut dire qu'il nous engage, il nous implique dans la vie de ces personnes. Pas de n'importe quelle manière, s'entend. Mais l'action sociale, elle est là. Elle n'est pas forcément que professionnelle, d'ailleurs. Oui. Et tu disais tout à l'heure, Alain, que tu as eu l'occasion de suivre de nombreux stagiaires, de nombreux professionnels en devenir. Qu'est-ce qui est important pour toi à transmettre ? Est-ce que déjà, ça se transmet vraiment le métier d'éducateur spécialisé ? Alors, à mon sens, non. Voilà, c'est des métiers, comme disait Freud, c'est des métiers qui ne peuvent pas s'apprendre au fond. Voilà, ce dont je suis quasi certain aujourd'hui, c'est au travers de partage d'expériences, c'est de pouvoir un petit peu parler de soi dans ces expériences et puis revenir peut-être à des questions qui, pour moi, restent fondamentales. C'est la question de l'éthique, de la rencontre, de la relation éducative, de ce que l'on souhaite partager avec ses collègues, parce que ce n'est pas un métier que l'on peut faire seul. Ça, pour le coup, pour moi, c'est aussi une autre vérité. Et voilà. Et puis c'est aussi, recevoir la curiosité des étudiants, des apprentis, parce qu'elle a quelque chose de merveilleux. Enfin, je dis ça sans flagornerie aucune, mais parce que ça ouvre des brèches et on se retrouve un petit peu dans ce que l'on était 30 ans avant. Et on se remet des fois à y croire. Je dis bien à y croire, parce qu'effectivement, il y a des fois... Bon... Est-ce qu'il y a des... parce qu'on dit toujours que les générations changent, et peut-être que quand on est un passeur de savoir et qu'on est garant d'une transmission, est-ce qu'on a... Le risque, c'est pas de vouloir maintenir quelque chose du passé, un métier du passé, ou est-ce que il y a cette nécessité aussi de faire avec la nouvelle génération ? Il y a sans doute, alors là je parle pour moi, mais à 3-4 mois avant mon départ, il y a quelque chose qui relèverait d'une nostalgie d'un métier d'avant. Ouais, c'est ça. Où le c'était mieux avant pourrait venir l'emporter sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans un contexte que j'espère ponctuel, mais qui ne force pas à beaucoup d'optimisme, mais en même temps, ça ne doit pas faire oublier ou faire ombre à toutes les belles choses qui se font. Voilà, parce qu'on a aujourd'hui tendance à nous ramener du côté du pathos, alors même qu'il y a beaucoup de merveilleux dans tout ce qui se fait dans les établissements, en prévention spécialisée surtout. Et à l'inverse, il y avait aussi beaucoup de choses extrêmement délétères à l'époque. Et voilà, absolument. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques décennies, il y avait des excès en tout genre. On parlait beaucoup d'éthique, mais est-ce que tous les professionnels étaient dans une démarche éthique et respectueuse ? Si on a mis la loi de 2002, c'est peut-être pas par hasard. Donc ce chagrin, cette nostalgie, il faut savoir quand même la mettre à distance et regarder le verre à moitié plein aujourd'hui, je pense. Et toi, Maëlys, est-ce que y a des choses qui t'ont choqué quand tu as commencé tes stages, parce que tu es apprenti, ou est-ce qu'il y a des choses entre ce que tu projetais du métier et de la réalité du terrain qui t'ont questionné ? Du coup, j'ai la chance déjà d'avoir travaillé avant de venir faire mon apprentissage, donc j'ai peut-être été un peu moins confrontée à certaines problématiques institutionnelles ou représentations à déconstruire qui étaient déjà en cours de déconstruction. Mais forcément qu'on est toujours surpris par de nouvelles choses. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que, au contraire, moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement ce partage d'expériences d'anciennes générations, parce qu'il y a des valeurs communes au métier qui se transmettent de génération en génération, et qu'après nous juste on le réadapte en final avec la génération actuelle et comment nous en fait on apporte le petit plus
avec ce qu'on entend et tout ce qu'on apprend. Et Les il y a générations des d'avant. fois où tu te dis, oh, c'est des C'est- trucs de ouais, vieux c'est des qui me trucs de- c'est la racontent. question que j'avais posée. Encore là-dessus. Ou franchement, tu dis, Oh là là. Franchement, j'ai pas forcément souvenir d'avoir de m'être dit ça. Non, j'ai pas l'impression de m'être vraiment dit ça, parce que je trouve que il y a quand même toujours des choses intéressantes et bonnes à prendre dans ce qu'on nous enseigne, même qui peut paraître un peu loin. Non, en vrai, pas là-dessus. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent qu'à sonner l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent que sonnait l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis heureux de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent qu'à sonner l'heure. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. alors, Alain, comment on dit au revoir comme ça? Est-ce que à tout un métier, à toute une carrière, est-ce qu'on peut apprendre à dire au revoir? Est-ce que de la même façon qu'on apprend à transmettre via l'IRTS notamment, là où tu interviens, comment on dit au revoir à tout un métier? Vous faites partie des personnes qui me préparent, au fond, à dire au revoir. Je ne sais pas si ça tient à la barbe blanche, aux cheveux aussi, à cette émission, mais plus effectivement on se rapproche de l'échéance, les gens savent aussi bien évidemment, plus j'entends, et pratiquement chaque jour, alors c'est quand Il est où le bateau? En fait... on le voit pas trop, enfin moi en tout cas je l'ai pas vu arriver, même si j'ai commencé le décompte, ou en tout cas le compte à rebours.
Et c'est très particulier. En fait, la question, elle est compliquée. Enfin, la réponse, elle est compliquée parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, je suis très pris par mon travail. Donc, ça pourrait donner l'impression que ça m'éloigne de ce départ. Mais en même temps, ça m'occupe tellement que ça m'en rapproche. Voilà. Alors, je sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis pas encore arrivé à l'heure du bilan. Ok. Voilà, je pense que ce sera quand je serai parti que peut-être rétrospectivement, je le ferai. Et pour peu que je le fasse, j'en sais rien. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu mets encore à distance, quitter le terrain? Non. Okay. Non, parce que c'est ce que tu disais, c'est le contexte aussi force un petit peu à vouloir quitter le navire quand même, parce que les temps sont durs et que gérer, c'est le cas aujourd'hui pour mon service, des suppressions d'emplois avant de partir, alors que des postes que j'ai créés, c'est un peu douloureux. Voilà, donc au fond, j'aurais presque envie de fermer les yeux sur tout ça et puis tourner la page et vite partir. Et puis en même temps, j'ai envie justement de transmettre ou de donner les clés de ce service à la personne qui va me remplacer de la moins mauvaise des manières. Donc j'aimerais pouvoir lui montrer un service j'allais dire en bonne santé. Voilà. Bonne santé, qui fait des projets. Qui va traverser des épreuves, mais qui tient. Qui tient. Voilà, c'est le fameux Flugtuak Neknaritur, mais bon, ça ballotte quand même. Ouais. Donc, dire au revoir dans ce contexte-là, c'est assez particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a un bon moment pour dire au revoir ? Je pense que je reste accroché jusqu'au 9 octobre. Voilà. Et avec... Alain, toi, l'expérience, et Maëlys, avec le peu de recul que tu as, qu'est-ce qui ne s'apprend pas de ce métier à l'école ? Qu'est-ce qu'on est obligé de découvrir par soi-même ? Ouais, surtout toi, Maëlys, je pense, parce que tu vois, tes collègues, t'es en apprentissage, donc tu as des collègues qui ont beaucoup moins d'expérience que toi. Est-ce que déjà, au bout de 3 ans, tu repères qu'il y a des choses différentes ? Oui. Enfin, déjà, je trouve que l'expérience de la vie aussi, l'âge qu'on a fait que on apprend de ça, sur nos savoir-être et nos savoir-vivre. Les savoir-être, c'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'IRTS. Pour moi, c'est ce qu'on apprend tout au long de sa vie et qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, pour moi, ce serait ça. Toi, Alain, il y a des choses que tu as l'impression que c'est compliqué à faire apprendre qui ne s'apprennent pas. On dit souvent on apprend par soi-même, mais je pense qu'il faut un terrain pour apprendre. Et le terrain, c'est la vie qu'on mène, la vie associative, c'est la vie familiale, c'est la manière dont on peut être plus ou moins impacté par des événements, quels qu'ils soient, et la manière dont on peut les retraduire dans sa vie de tous les jours, mais bien évidemment dans sa vie professionnelle. Alors ça, je ne suis pas sûr que ça s'apprenne. Je crois qu'il y a une chose qui s'apprend quand même, en tout cas sur laquelle au moins on vous a sensibilisé pendant ces 3 années de formation, mais parce que ça s'apprend pas vraiment, c'est la question de l'éthique, la question du respect, de la dignité. Et c'est quand on a compris ça, on est professionnel. Alors, il n'y a même pas besoin d'avoir un diplôme d'État. Si on a compris une posture éthique, juste, sans parler de bonne distance d'ailleurs, parce que c'est pas forcément très adapté parfois. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, mais ça, c'est pas en l'apprenant par cœur qu'on le devient. Donc, je pense qu'il faut nourrir sa vie toujours de rencontres, mais en dehors du travail, ou pendant le travail, mais de nourrir d'expériences en tout genre. Je pense qu'il ne faut pas se réfugier dans des savoirs ou dans des concepts. Parce que ce serait réduire les personnes que l'on accompagne à des objets d'expertise, et qui plus est, ce serait au risque même d'être dans des positions de domination. C'est la question de la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Effectivement, c'est comment on fait pour
pour vivre bien avec les autres, mais dans des institutions justes. Et là, ça devient très compliqué, d'autant plus quand, effectivement, il y a des contraintes très fortes budgétaires actuellement. Mais tu as répondu à ma question, parce que j'avais demandé qu'est-ce qui ne doit pas disparaître de ce métier. C'est ça, en fait. C'est les valeurs, en fait, éthiques et morales aussi d'un métier face à des injonctions qui nous tombent dessus les unes après les autres. Et peut-être face aussi à un métier qui a profondément changé, moi je trouve, avec ces dernières années, avec des attentes très particulières autour de la coordination. Et je trouvais que, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se perde aussi un petit peu dans ce métier? Il y avait un article dans le Sud-Ouest dimanche qui reprenait des interviews d'Edgar Morin. Et, il citait, le journaliste citait ce qu'il avait dit lors d'une interview. Il disait « Aujourd'hui se substituent à l'éthique et à l'humanisme des questions de technique et d'expertise peut-être ». Il n'a pas dit exactement comme ça. C'est un risque et on le voit bien dans le social, effectivement, où on se gargarise de savoirs inutiles. Ils ne sont pas inutiles, mais ils servent surtout à produire une bureaucratie de l'évaluation qui, à un moment, a eu vraiment du sens parce que ça nous permettait quand même d'être dans une analyse réflexive de nos pratiques. Aujourd'hui, de mon point de vue, ça tourne à l'excès. Peut-être une illusion de science dure aussi. Oui, voilà, vouloir scientifiser, on aimerait qu'effectivement, on aimerait faire de la mécanique avec les personnes. C'est la première question que tu posais, Sylvain. Est-ce que avec les personnes que l'on accompagne, on est dans quelque chose qui s'intéresse aux conséquences ou aux causes? C'est Deligny, effectivement, qui dit. Moi, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on commence à mettre beaucoup de sparadrap. Mais on sait aussi que le capitalisme produit beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices et effectivement, être militant de l'action sociale, c'est pas pour faire de l'anticapitalisme, d'une posture idéologique là, mais c'est peut-être de venir rappeler du bon sens parfois, parce que la politique sera de toute façon plus forte. Mais ramener du mouvement militant, comme les bars associatifs sont des instances militantes, sociales, c'est effectivement ce qu'il faut pouvoir sauver. Oui, c'est la question de la bonne répartition des méfaits, des bienfaits de la société, comment on répartit les charges aux uns et aux autres. Et c'est vrai que la question, alors c'est des mots simples, mais la question du bon sens, des fois, on se dit, mais avant de remplir des tableaux Excel, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à être dans une démarche d'accompagnement pour tel ou tel gamin? Je ne veux pas généraliser, mais moi, c'est ce que je peux observer quand même depuis quelques années dans mon travail. Tu l'observes toi aussi, Maëlys, cette charge administrative? Alors, tu as peu de recul, mais est-ce que quand même, tu t'attendais à ça et tu n'as pas fait « Wow ». Alors nous, on peut te dire que c'était mieux avant sur ce sujet. Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de documents qu'on nous demande de remplir, de fournir. Et donc, ce qui est dommage, c'est que ça empiète sur le temps qu'on peut passer au final avec les jeunes. Et moi, en plus de ça, qui accompagne des jeunes mineurs non accompagnés, l'administratif prend déjà une place très importante dans leur suivi. Donc, quand on nous en rajoute, c'est vraiment très peu de temps qui nous reste avec les jeunes au final. Et du coup, je trouve ça dommage, parce que pour moi, le cœur du métier, c'est ce qu'on fait concrètement avec les jeunes et pas tout l'administratif qu'on remplit. Et à contrario, quand il n'y a pas du tout d'administratif, effectivement, ça pouvait amener à des situations où tout se faisait un peu en sous-marin et c'était complètement invisibilisé le travail social. Donc on a beau dire j'ai beaucoup de travail, mais le fait que ce soit marqué, ça permet aussi de rendre compte de ce travail. Donc c'est là où l'équilibre il est quand même de tous les instants. Il y a des avantages et des inconvénients. Au moins à interroger, je pense. Au moins à interroger.
Les résultats de la roulette russe Parcoursup sont tombés hier soir ou ce matin, je crois. J'embrasse Nino, qui a eu son admission en EJE. Bon, pas ES, c'est moins bien, mais EJE. Bravo Nino. Et avec Sylvain, il n'y a pas si longtemps, on s'est baladé avec notre micro dans les couloirs de l'IRTS pour les journées portes ouvertes. On était un peu frappés par les futurs candidats qui étaient très jeunes, 17, 18 ans, qui venaient avec beaucoup d'envie et aussi beaucoup de naïveté, un peu par hasard certains. Alain, ces jeunes-là qui vont rentrer en formation, et même toi Maëlys, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? À ceux qui arrivent par hasard ou ceux qui seront sur les bancs de l'école de l'IRTS. Parce que certains arrivent par hasard, certains arrivent par choix, mais ils seront tous ensemble. C'est une question difficile, hein. Moi, j'étais présente, du coup, aussi, j'ai fait les journées portes ouvertes. T'en as rencontré quelques-uns. Donc, j'en ai rencontré, j'ai discuté avec eux, ils ont pu poser leurs questions. Et c'est vrai que c'est quand même une question difficile de dire... Qu'est-ce qu'on leur dirait ? Est-ce que toi, tu as l'impression que tu étais au même stade il y a 3 ans quand tu es rentré en formation ? Ou est-ce que, parce que tu avais une expérience, quand même, ça pouvait faire la différence ? Oui, je pense quand même que l'expérience fait la différence. Et d'ailleurs, on le voit sur les personnes qui arrivent et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, qui sortent du bac, qui sont un peu perdus. Et ceux qui vont pouvoir nous dire qu'ils ont déjà... quelques petites expériences et du coup qui sont peut-être un peu moins naïfs sur le métier et les attentes qu'ils en ont. Après, il faut reconnaître que Maëlys, au sein de l'IRTS particulièrement, a bénéficié d'un accompagnement de très très grande qualité. N'est-ce pas, Sylvain ? C'est vrai. Alain, est-ce que toi, ça t'interpelle, cette nouvelle génération qui arrive en formation à 18 ans, 19 ans, qui n'ont pas eu d'expérience ? Est-ce que... écoute, moi, il y en a il y a des étudiants jeunes qui m'émerveillent. Ouais. À 18 ans, moi, j'étais loin d'être aussi mature, engagé, militant. D'autres dans lesquels je me reconnais, et là, ceux-là, je dis, s'ils ont la chance d'avoir le même parcours que moi, d'avoir des opportunités qu'ils les saisissent, pourquoi pas. Après, moi, quand j'ai commencé la fac de psycho, c'était pas Parcoursup, loin de là, c'était en 81, mais je m'étais planté complètement. C'était pas la faute à Parcoursup, c'est que c'était la faute à moi-même. J'ai fait la teuf et puis j'avais qu'à pas, quoi. Mais, tu as bien fini, Alain, quand même. Ouais. J'ai bien fait. Ouais. Bon, voilà, donc ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est de faire la teuf pendant 3-4 ans. Non, plus sérieusement, c'est compliqué parce qu'au fond, comme c'est un beau métier et que la formation est une invitation aussi à ce que tu disais, Sylvain, on scientifise un peu, on enveloppe ça avec de jolis concepts, et puis on le présente sur un plateau en disant tu vas être un vrai professionnel. Ce serait cette tendance à vouloir leur dire ça, mais en même temps on tue la poésie et puis ce mouvement tellement naturel d'aller vers l'autre et lui porter secours. Enfin bon, c'est un peu con ce que je dis, mais je me dis qu'au fond, ce serait au risque presque de dégoûter. Alors aujourd'hui, je pense que si je devais parler dans les plis et replis du métier, je pense que je passerai la parole parce que effectivement, j'aurais beau essayer de regarder le verre à moitié plein, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui me crispent un peu quand même. Et effectivement, ça a à voir avec ce qui se passe en ce moment au niveau du département. Voilà, c'est qu'on met quand même, indépendamment des questions d'équipe éducative ou d'association, on met quand même des publics en souffrance, plus encore. Donc, bien sûr. Donc je vais essayer de garder la poésie de la rencontre, de l'action sociale, et puis leur dire, t'as fait un très bon choix, t'es jeune, mais vas-y. Si tu te plantes, c'est pas grave. À 18 balais, quand même, t'en as le droit de se planter une dizaine de fois. Eh bien, on va rester sur cette note bienveillante et indulgente
envers la future génération. Maëlys, bienvenue dans l'équipe des éducs. Merci. Ouais. Et puis d'ailleurs, Alain, bonne continuation et puis au plaisir de se revoir. Avec grand plaisir. Et bonne continuation à Babillage. Merci. Et juste un petit mot quand même, si jamais vous êtes intéressé, sachez que Maëlys se candidate partout pour trouver du travail, notamment en prévention spécialisée. Nous avons des millions d'auditeurs. Oui. Donc on espère que- n'hésitez pas à envoyer un petit message en lui transmettant. Contact Je la soutiens dans ses choix. Allez, merci Merci. à toutes et à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de mettre des petits pouces, des likes, Facebook, Instagram, sur YouTube Ouais. aussi, etc., etc. Merci à toutes et à tous. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine.